Après le grand succès de Rencontre du troisième type, Steven Spielberg a un nouveau projet qui s'intitule Night Skies et qui imagine l'irruption de 5 extraterrestres qui vont terroriser une famille recluse dans une maison. C'est un projet qui l'intéresse beaucoup et qui va accentuer un petit peu la dimension horrifique qui pouvait nourrir certaines séquences de Rencontre du troisième type. Il est néanmoins dans le doute par rapport à ce genre et il n'ose pas véritablement prendre à bras le corps toute cette thématique-là. Au lieu de ça, il va proposer une déclinaison complètement différente qui sera E.T. en 1982 et qui va là rencontrer un succès absolument gigantesque. Il n'abandonne néanmoins pas cette idée de travailler sur les monstres et tombe sur le scénario de Gremlins, écrit par Chris Columbus, au début des années 80, et il trouve le traitement assez intéressant et il imagine éventuellement le porter à l'écran. Au même moment, il vient fonder sa maison de production qui s'appelle Amblin et la Warner est en partenariat avec lui pour un nouveau gros projet qui est la suite d'Indiana Jones, le Temple maudit. Et Warner, qui a tout intérêt à garder dans son écurie Spielberg et George Lucas, qui est à l'écriture pour Indiana Jones, lui dit oui quand il demande s'il y a la possibilité de produire éventuellement Gremlins. Il n'a pas l'intention, lui, de le réaliser lui-même parce que les contraintes techniques sont assez importantes et il a dans l'idée de faire un petit film, un petit budget, produit assez vite pour justement lancer sa maison de production. Il pense à un moment à Tim Burton, qui commence à faire parler de lui à l'époque, mais il renonce parce qu'il n'a pas encore de long métrage à son actif et il a peur de le lancer dans quelque chose d'un peu trop ambitieux alors qu'il est dénué d'expérience. Il jette son dévolu sur Joe Dante. Donc Joe Dante, c'est quelqu'un dont il a vu les précédents films. Hein. Il est issu de l'écurie de Roger Corman, le célèbre producteur, notamment de New World Pictures, une maison de production qui fait des films qui sont souvent des films de genre à petit budget, mais qui fonctionnent assez bien. Et les deux précédents films de Joe Dante, Hurlement et Piranhas, ont impressionné Spielberg, notamment dans leur gestion des effets spéciaux. Il va donc proposer le projet à Joe Dante, avec qui il partage pas mal de culture et qui se révélera enthousiaste pour le mettre en route. On peut voir dès le départ que Joe Dante est un petit peu le personnage qui, enfin le réalisateur qui va d'une certaine manière être une forme d'alter ego qui ose davantage que Spielberg. Et ça c'est assez intéressant parce que Spielberg, lui, ne va jamais réussir à véritablement quitter un creuset un peu plus familial, grand public, et il voit qu'avec Joe Dante, il va pouvoir aller un petit peu plus loin dans cette idée de film de monstre qu'il a lui-même renoncé à faire. Pour l'écriture, on va donc se pencher sur le scénario de Chris Columbus. Alors Chris Columbus est un scénariste qui est devenu réalisateur entre-temps, hein, c'est à lui qu'on doit notamment les premiers Harry Potter, et qui a fait en fait un scénario qu'on appelle des scénarios de CV à Hollywood. C'est-à-dire que beaucoup de scénaristes produisent des scénarios dont ils savent qu'ils n'ont absolument aucune chance d'être mis en scène, mais qui leur permettent de faire valoir un certain savoir-faire et surtout leur capacité à s'illustrer dans différents genres. Avec Gremlins, il va s'illustrer dans le film d'horreur. Les gremlins, à l'origine, c'est un terme qu'on donne dans l'aviation. Sur ces créatures maléfiques qui seraient censées justement endommager les avions durant le vol pour les avaries un petit peu inexplicables. Et il avait été popularisé par Roald Dahl qui en avait fait un album de jeunesse dans un projet qui initialement était censé être adapté par Disney au cinéma, un projet qui n'a pas abouti. Et on a déjà eu quelques petits échos justement de ce petit mythe hein, du gremlin, notamment dans des cartoons. On voit Bugs Bunny qui justement fait face à des gremlins dans un avion, ou alors dans certains épisodes de séries télévisées sur le paranormal, où cette créature fait déjà son apparition. Le premier jet, donc le scénario qui circule de Chris Columbus, est vraiment beaucoup plus horrifique pour le coup. Hein. Dans cette première version, on a le chien qui se fait dévorer par les bêtes, la mère qui finit décapitée dans la cuisine, donc des scènes vraiment qui appartiennent à un genre extrêmement
précis et destiné à un public averti. Et une scène notamment qui amusait beaucoup, où les Gremlins déboulent dans un McDonald's et mangent tous les clients et délaissent la viande des burgers qu'ils trouvent de mauvaise qualité. Évidemment, il va falloir réécrire tout ça et Spielberg veut déjà donner évidemment un aspect un peu plus grand public au script. Et il va y avoir quand même 8 versions différentes qui vont être évoquées, qui vont être faites. Et avec notamment l'ajout de cette fameuse règle sur le fait qu'ils ne doivent pas être exposés à la lumière vive, qui est une habile façon de camoufler les effets spéciaux et de faciliter justement l'illusion. C'est des choses qu'on voit assez souvent, hein. L'obscurité est favorable aux monstres pour l'imaginaire, mais aussi pour des questions proprement techniques de tournage. Donc le tournage entre en production et assez rapidement Joe Dante se retrouve avec les mains totalement libres. Pour une raison très simple, Spielberg, qui est le producteur exécutif, s'en va à Londres et au Sri Lanka pour tourner le Temple Maudit, Indiana Jones et le Temple Maudit, et la Warner se désintéresse plutôt de ce projet un petit peu bis, qui a quand même un budget de 11 millions de dollars, mais qui n'est pas une entreprise faramineuse. Et dès que certains cadres viennent visiter le plateau, sur lequel intervient quand même de temps en temps Spielberg, justement Joe Dante renvoie à Spielberg en disant il vous expliquera, etc. Parce que Spielberg est quand même plutôt favorable aux initiatives de Joe Dante. Alors au départ, hein, comme souvent, on a plein d'ambitions, on imagine des choses qui ne seront absolument pas tenables, notamment l'idée au départ de tourner dans de la véritable neige, ce qui va s'avérer être une catastrophe. Ils vont abandonner très rapidement pour finir sur un film quasiment entièrement tourné en studio. Et l'idée aussi à un moment de recourir à des singes pour les Gremlins. Au départ, Joe Dante propose tout de suite des animatronics, hein, c'est-à-dire des poupées animées, télécommandées, etc. Et le studio dit non, non, ça va être beaucoup trop cher, beaucoup trop complexe, on n'a qu'à déguiser des singes. Et après une ou deux journées de test où les singes défèquent partout et brisent absolument tout de manière incontrôlée sur le plateau, Joe Dante revient en disant et pour les marionnettes donc, et évidemment c'est la solution qu'ils finiront par adopter. Des marionnettes, enfin des animatronics qui valent entre 30 et 40 000 dollars de l'époque, hein, et qui font que chaque soir, certains agents du studio ont pour mission de vérifier les coffres de toutes les équipes pour voir si certains n'auraient pas eu l'idée d'en ramener chez eux vu la valeur des produits. Le tournage, en tout cas, est un tournage dans lequel Joe Dante expérimente énormément. Il tourne et il avoue bricoler un petit peu au jour le jour. Il a notamment un carnet où il y a écrit trucs déments à faire faire aux Gremlins, des idées qui lui viennent progressivement, et il expérimente en fonction de son chef des effets spéciaux, en fonction des moyens dont il dispose, et il avoue ne pas savoir exactement dans quelle direction il se dirige au moment du tournage. En tout cas, ce dont il se rend compte, c'est que les Gremlins sont convaincants à partir du moment où ils se comportent comme des êtres humains. Et c'est là vraiment que les choses vont devenir intéressantes et il va accentuer cette tendance dans l'écriture de ces scènes. La Warner commence à regarder les rushs et est assez déconcertée par ce qu'elle voit. Et elle explique hein, à Joe Dante, qu'il le sait évidemment, que de toute façon il n'a pas le final cut et c'est pas lui qui décidera de ce que deviendra son film. Et Steven Spielberg lui accorde quand même le preview, c'est-à-dire un premier montage dans lequel on verra la forme que prend le film. Un premier preview qui s'avérera extrêmement convaincant. Joe Dante explique que lorsque Spielberg regarde le film en salle de projection au studio Warner, il se tape régulièrement la tête en étant assez halluciné de ce qu'il se voit et il ne s'attendait pas à ce que les Gremlins soient aussi déjantés et c'est quelque chose qui évidemment procure un immense plaisir au réalisateur. Il doit quand même se battre hein, avec les cadres exécutifs et notamment Lucy Fisher qui est la vice-présidente de Warner qui regarde voilà, cette preview et qui dit qu'il devrait peut-être y avoir quand même moins de monstres. Ce à quoi réplique Spielberg, on peut à ce moment-là tous les enlever, appeler le film Human, hein, People en anglais, histoire de lui montrer l'ineptie de sa proposition. Il obtiendra évidemment gain de cause et soutiendra finalement Joe Dante dans la majeure partie de ses propositions.
Le film donc sort alors qu'il était prévu initialement pour être un film de Noël, il est repoussé à l'été, vu son potentiel quand même succès, et c'en est un. Hein, il récolte donc pour 11 millions de budget 148 millions de dollars au box-office, et il est dépassé de très peu par l'autre grand film de cet été-là, qui est SOS Fantôme, qui le dépasse partout de peu, sauf dans la ville de New York, où on pense que les résultats moins bons du box-office sont liés au fait que durant le tournage, l'équipe de SOS Fantôme a sérieusement embêté tous les usagers de New York, et que c'est la raison pour laquelle ils sont moins allés voir ce film à sa sortie. L'une des raisons du succès, et notamment du succès international, est aussi que le film a été, dès le tournage, pensé pour chaque pays de destination. C'est-à-dire que dans les blagues, dans les chansons, dans certaines private jokes que font les Gremlins quand ils sont dans le bar, dans la salle de cinéma, etc., eh bien, on a déjà en amont réfléchi à certains éléments qui pourraient toucher les différentes cultures, notamment européennes. Donc, fort de ce succès, évidemment, la Warner veut très rapidement mettre en route un Gremlins 2, ce que Joe Dante va refuser pendant assez longtemps, parce qu'il n'y voit pas trop l'intérêt. Et en 1990, il finit par céder, parce que la proposition est financièrement vraiment très confortable, sachant qu'il a quand même du mal à renouer avec le succès dans ses propres projets. Et là, il va se lâcher complètement. Déjà, on lui propose un budget qui est le triple du précédent, et il va aller beaucoup plus loin dans toutes ces références, dans toute cette réflexion méta, et notamment faire une critique du premier volet, avec une réflexion quand même tout à fait pertinente sur l'ineptie de ces fameuses règles, hein, concernant les Gremlins, et notamment la première, parce que ne pas leur donner à manger après minuit, on est dans une phrase relativement problématique, puisque si on prend les choses au sens propre du terme, on est toujours après minuit. Est-ce que ça veut dire qu'à 6 heures du matin, on estime qu'on n'est plus après minuit et qu'on peut de nouveau manger? Donc il y a des choses qui n'ont absolument aucun sens, et il se moquera de ces règles-là pour un film qui sera plus sombre, plus méta, encore plus chaotique, et dévastateur, et qui, pour le coup, fera 3 fois moins d'entrées pour un budget triple donc que son prédécesseur. Et c'est de loin d'ailleurs, Joe Dante le dit, hein, il préfère largement le 2 au 1. Et si vous avez apprécié le 1 et que vous n'avez pas vu le 2, je vous recommande vivement de le voir, parce qu'il est effectivement assez extraordinaire, notamment dans toutes les réflexions méta qu'il propose, les mises en abîme, et en plus ils vont cette fois dévaster un studio de télévision, et c'est quelque chose d'extrêmement inventif et d'assez méchant. Il y a un projet de Gremlins 3 qui est dans les tiroirs d'Hollywood depuis fort longtemps, dans lequel Joe Dante n'est pas du tout impliqué. Il serait consultant extérieur apparemment. C'est Chris Columbus, donc le scénariste du 1, qui aimerait relancer ça. L'Internet Movie Database, donc ce célèbre site qui référence les films, annonce même le film pour décembre 2023, alors que pour le moment apparemment rien n'est vraiment lancé, mais ils y croient vraiment. Et ce qui est assez intéressant, c'est que le film est présenté dans les différentes news qu'on a pu en avoir au fil des années comme une suite du 1, donc qui en gros annulerait le 2, qui était justement trop personnel et qui appartenait trop à Joe Dante. Ce qui en dit long un petit peu sur le cinéma hollywoodien et sur la manière dont on considère les auteurs, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Toujours est-il que le film actuellement reste à l'état de projet, et que visiblement Chris Columbus a beaucoup de difficultés pour trouver les financements, et c'est Spielberg qui finalement aura le mot de la fin là-dessus, puisque c'est lui qui devrait financer la production du film. Le premier angle d'analyse qui semble assez intéressant à évoquer, c'est le mélange des genres dans le film. Le fait qu'on soit à la fois dans un film qui convoque une certaine imagerie de l'horreur, et en même temps qui ait des ambitions un peu plus grand public, si vous voulez. Joe Dante présente lui-même le film comme un croisement entre La vie est belle et Les oiseaux, référence à Capra sur laquelle on va revenir tout à l'heure. Et il est clair que dans le film, nous avons des scènes qui sont assez violentes, hein, que ce soit la mort du professeur de sciences par exemple, ou cette scène dans la cuisine, qui est une scène de véritable slasher en réalité, hein, où vous avez une créature qui est mixée, une autre qui explose dans un micro-ondes. C'est des scènes qui sont assez audacieuses, et qui contribuent d'ailleurs à une petite révolution à Hollywood, puisque ce film sort
la même année, en 1984, que Indiana Jones et le Temple maudit, donc de Spielberg. Et ces deux films-là vont susciter des réactions sur le fait que certaines images sont quand même d'une assez grande violence, assez graphique, assez explicite, avec des scènes gore. Hein, dans le Temple maudit, vous avez ce prêtre qui arrache un cœur, etc. Et Hollywood réagit en proposant une nouvelle classification qui va être le PG-13, c'est-à-dire PG-13, un film qui est déconseillé aux moins de 13 ans, hein, alors qu'avant on avait 17 ans par exemple. Et c'est vrai qu'à partir de là, on va avoir une nouvelle jauge qui permet d'estimer un petit peu le potentiel choquant des films. Euh, il y a un moment du film qui résume parfaitement et qui, selon Joe Dante, donne tout le ton du film. C'est cette scène où Kate explique la raison pour laquelle elle déteste Noël. Une scène assez étrange et qui justement joue sur plusieurs tableaux sans qu'on sache exactement quelle réaction on est censé avoir. Est-ce qu'on est dans de l'humour noir? Est-ce que c'est une scène qui est réellement pathétique? C'est évidemment une scène que les exécutifs de la Warner ont voulu directement effacer. Il détestait cette scène, Spielberg non plus ne l'aimait pas, mais là aussi par loyauté, Spielberg a accepté quand Joe Dante a vraiment insisté pour que cette scène soit maintenue dans le film, et il est extrêmement content parce que pour lui elle a beaucoup d'importance, et elle montre aussi justement la singularité un petit peu de son projet. Il n'en demeure pas moins que le film a été considérablement adouci, même durant sa production. Et là, Spielberg doit beaucoup en fait à l'évolution du film. 3 semaines avant le tournage, Spielberg, qui a beaucoup travaillé quand même hein, au développement du film, se rend compte qu'il a vraiment une affection débordante pour le personnage de Gizmo et décide de changer son rôle. Parce que à l'origine, Gizmo est censé être la créature qui va se transformer dans Stripes, le fameux Gremlins, le pire, le rayé là, qui devient le monstre leader du chaos. Et donc c'est Spielberg qui a l'idée de maintenir Gizmo dans son état. En disant, non, ce personnage est vraiment chouette, il faut qu'on le développe et qu'il reste tout le long du film. Et là, Chris Wallace, qui est le responsable des effets spéciaux, s'arrache les cheveux parce qu'il n'avait absolument pas prévu que ce personnage dépasse la première moitié du film. Et notamment, un élément crucial, c'est que la morphologie de Gizmo ne lui permet pas de marcher et de se déplacer. Ce qui explique que dans la deuxième partie, quand il est encore là, eh bien, il est dans un sac à dos, on le met dans une voiture aussi, parce qu'il a fallu trouver des astuces qui ont été vraiment improvisées en quelques semaines pour qu'il puisse exister encore. Donc il a donné bien du fil à retordre aux techniciens, qui d'ailleurs ont été récompensés par le malicieux Joe Dante, qui leur faisait remplir un carnet sur les trucs horribles à faire vivre à Gizmo par les Gremlins, et notamment cette scène hein, où il est sur une cible de fléchettes dans lesquelles ça permettait un petit peu de se défouler, que ce soit pour les Gremlins ou les techniciens sur le plateau. Donc ce personnage de Gizmo va en fait progressivement supplanter celui de Billy. Et ça c'est assez intéressant parce que très souvent dans le scénario, dans les relectures juste avant le tournage, et même durant en fait les premières semaines, Spielberg dit régulièrement mais que Gizmo le fasse, que Gizmo s'en charge. Gizmo qui d'ailleurs a la couleur marron de cette peluche est directement inspiré du chien de Spielberg, ce qui explique peut-être la tendresse débordante qu'il avait pour cet animal. Cet animal qui aussi, bien entendu, a été développé parce que le service marketing de la Warner se rend compte qu'il y a un potentiel absolument gigantesque en termes de merchandising. Et qu'une petite peluche Gizmo, ça va être fabuleux, et que si évidemment Gizmo se transforme en monstre ignoble, ça n'aura pas le même impact. Et c'est ce qui se passera effectivement. Gizmo va être décliné à toutes les sauces, sur des paquets de céréales, des jeux, des peluches, tout ce que vous voulez, et ça marchera extrêmement bien. Gizmo qui donc a aussi un rôle déterminant dans la fin du film, puisque c'est lui qui va tirer le rideau qui va permettre d'exposer vrai méchant à la lumière. Initiative qui était initialement prévue pour Billy. Billy qui se voit vraiment progressivement délaissé de tout ce qu'il pouvait faire et devient un personnage relativement passif. Ce qui explique peut-être le fait que ce comédien-là, y compris la jeune Kate aussi, hein, n'ont pas une carrière fulgurante ensuite à Hollywood. Ils se sont cantonnés à des productions de second plan ou télévisées.
L'autre élément qui est majeur dans la considération de ce film, c'est évidemment le fait qu'on soit face à une œuvre d'un cinéphile. Joe Dante, c'est quelqu'un qui explique qu'à l'âge de 6 ans, il a vu Blanche-Neige, qui est citée dans le film de manière très très claire, hein, et que c'est quelque chose qui l'a absolument émerveillé, et qu'à partir de là, il a dévoré tout ce qu'il pouvait. En termes de films, de télévision, mais aussi de comics, hein, qu'il a vraiment beaucoup consommé, notamment à la faveur de tristes circonstances, puisqu'il a été atteint de la polio et contraint à être alité pendant une année entière, durant laquelle il s'est nourri comme il pouvait de tout ce qui pouvait lui tomber sous la main en termes de fiction. Ce qui d'ailleurs est exactement ce qui est arrivé à Francis Ford Coppola, qui a exactement eu la même maladie et la même façon de lutter contre justement cet isolement et le fait d'être alité contre son gré. En 1968, Joe Dante va faire une œuvre assez originale qui s'appelle The Movie Orgy, et qui est un collage de toutes les images qu'il peut trouver, que ce soit des publicités, des bandes annonces, des films industriels, etc. En faire une espèce d'œuvre monstre qui dure 7 heures et puis qui va ensuite réduire à 4h30 et qui diffuse notamment dans les soirées de campus à Philadelphia et qui rencontre un vrai succès. Et à partir de là commence un petit peu son approche du cinéma. Un cinéma qui va aller chercher des références et qui ne va pas cesser de citer. Quand il commence à travailler chez Roger Corman, à New World Pictures, il travaille au départ dans le montage, et notamment dans le montage de bandes annonces. Aujourd'hui encore, d'ailleurs, il a un site de référence sur les bandes annonces, qui est vraiment extrêmement important, et dans lequel il projette toutes les bandes annonces imaginables, et elles sont commentées par des grands spécialistes. C'est lui qui va voir Roger Corman en lui proposant de réaliser son premier film, et il lui dit qu'il le fera pour le plus petit budget qu'ait jamais connu New World Pictures, à savoir 60 000 $, ce qu'il fera. Et pour justement combler les scènes qu'il n'arrive pas à tourner faute de budget, eh bien, il va aller chercher justement dans des images préexistantes, des chutes de pellicules du studio, ou ce qu'on appelle les stock pictures, c'est-à-dire des images qui sont déjà à disposition des archives, hein, et dans lesquelles on peut aller puiser pour filmer des scènes de guerre, par exemple. Voilà, c'est des stock shots en réalité. C'est un réalisateur qui, dans la lignée des réalisateurs du Nouvel Hollywood, est un réalisateur cinéphile qui a une immense culture, et celle-ci va très clairement infuser son œuvre. Et ça, on va le voir, il le dit lui-même, hein, dans Gremlins, il y a au moins une soixantaine de références à d'autres films. Et la première, alors évidemment, on va pas toutes les citer. De toute façon, je serais moi-même bien en peine de toutes les voir, parce que c'est quelque chose d'extrêmement profond et qui est à peu près inépuisable. Mais la plus importante, c'est La vie est belle de Frank Capra. Effectivement, on le voit, donc Bedford Falls renvoie très clairement, hein, à Kingston Falls, le nom de la ville de Gremlins, et Bedford Falls est celui dans La vie est belle de Capra. Le film scientifique qui passe quand le professeur de sciences est dans sa classe est un film scientifique qui a été tourné par Capra lui-même, à une époque où justement il avait vraiment terminé un peu son âge d'or et il réalisait des films pédagogiques pour la télévision. On voit aussi un cadre dans lequel on a un portrait d'un des comédiens de La vie est belle, et La vie est belle qui passe à la télévision. Donc c'est vraiment une référence continuelle. C'est le film de Noël par excellence, bien entendu. Et quelques années plus tard, d'ailleurs, Joe Dante a parlé de toutes ces références à Frank Capra, qui n'a absolument pas compris le concept et qui a même été assez irrité de se voir convoqué dans un film de ce genre-là, et avec cette tonalité-là, en le considérant comme une espèce de parodie un petit peu humiliante par rapport au modèle. Ce qui est très intéressant et qui montre bien justement les différences de traitement et les différentes mentalités qu'on peut avoir d'une génération à l'autre. On voit d'autres références, notamment dans la première scène, lorsque Billy passe devant un cinéma. Sur la devanture du cinéma est annoncé deux films, Watch the Skies et A Boy's Life, qui ne sont pas des films existants. Et là aussi, on voit à quel point justement Joe Dante a le plaisir pour des références qui sont des références assez fines et qui supposent une véritable culture, et elles sont même présentées quasiment comme des énigmes, si vous voulez.
Donc, Watch the Skies, c'est le titre de travail de Rencontre du troisième type, et A Boy's Life, celui de E.T., hein, qui était un projet un peu secret, et on ne voulait pas annoncer le fait qu'il y aurait des extraterrestres dans le film, et donc on cachait ce titre. Et donc là, ce sont des clins d'œil directement, hein, à Spielberg, et on verra d'ailleurs un téléphone maison qui est évoqué dans le film, ou même la figurine d'E.T. qui apparaît, donc les clins d'œil sont à peu près permanents. Et on retrouvera comme ça toute une série de références, que ce soit la tronçonneuse, que ce soit donc, pour Massacre à la tronçonneuse, ou le tricycle qui renvoie à Shining. On est vraiment dans quelque chose d'absolument inépuisable. Ce qui plaît aussi à Joe Dante dans ce sujet-là, c'est l'idée de filmer le chaos. Mais c'est aussi la façon dont il a réussi à exploiter la direction qu'on lui donnait, à savoir un film qui soit aussi du côté de la comédie et qui ne soit pas un pur film d'horreur. Dès le départ, il va chercher à styliser à outrance son film de manière à assumer totalement l'influence du cartoon. Très clairement, on le voit, certes il y a des scènes violentes, certes ces monstres font un petit peu peur, mais ce sont avant tout des créatures de dessin animé. Et le plaisir vient aussi de là. La violence ne va pas avoir une conséquence, même si c'est le cas pour certains personnages, mais on est dans quelque chose qui est, il suffit de voir Kate au bar par exemple, hein, une violence qui le plus souvent est plutôt du côté du ludique et de l'amusement. Le gremlin, on l'a vu, c'est l'agent du chaos, c'est celui qui crée des dysfonctionnements dans les appareils, hein, de l'aviation. Et ce que va faire Joe Dante, c'est d'élargir ce concept-là à une ville entière. Hein, une ville dans laquelle on va systématiquement mettre en place de la désorganisation. Et si on regarde les actions des gremlins, c'est vraiment ceux de petits enfants qui cherchent à faire des bêtises. Hein. On débranche, on inverse les feux, on fait dérégler les appareils, etc., de manière à justement insuffler du chaos au sein d'une société bien ordonnée. Et il y a aussi toute la question de la propagation. Si vous regardez, hein, on a cette graine, puis l'eau, puis l'idée qu'on a une sorte de propagation, de contagion qui fait qu'on arrive à un chaos totalement incontrôlable et qui fonctionne sur le principe d'une gradation continue. Et ça, c'est là que se situe vraiment l'énergie du film, qui prendra des proportions encore plus grandes dans le deuxième volet. L'autre élément aussi, et qui là renvoie de nouveau au binôme que Joe Dante forme avec Spielberg, c'est le fait que justement Dante s'amuse avec toute la connexion qui pourrait renvoyer aux émotions et aux pulsions les plus triviales de l'être humain. Hein, si on regarde la manière dont se comportent les gremlins, on a des références au tabac, à l'alcool, à la bagarre, à la libido aussi. Et cet élément-là, hein, montre une sorte de libération des pulsions sur un plan très comique, mais qui là aussi a une dimension assez libertaire d'une certaine manière. Ce qui, bien entendu, nous dirige vers la dimension un peu symbolique que peut avoir ce film, et une forme de vision politique et sociale qui pourrait s'y cacher. Dès le début, la dimension factice, qui s'explique aussi par l'influence du cartoon qu'on vient d'évoquer, mais cette dimension factice, elle est aussi voulue par Joe Dante pour travailler la question de la représentation. Cette première scène, on devine assez facilement, hein, qu'on est face à une neige artificielle sur cette place d'une ville typiquement américaine, nous connecte à l'imagerie de carte postale de l'Amérique des années Reagan, très clairement. Pour information d'ailleurs, on est ici dans un décor prêté par Universal, qui sera le décor aussi de Retour vers le futur, quelques années plus tard. Donc on a vraiment ici cette imagerie typique de l'Amérique, qu'elle cherche à vendre notamment, et que justement Dante va habilement détourner. On est dans un film qui évoque la banlieue. Hein, la banlieue, c'est un endroit où il a grandi, de la même façon que Spielberg, et Spielberg l'a évoqué à sa manière dans E.T. Il y avait clairement ce regard un petit peu sur l'enfance, et c'est le lieu ici absolu de l'intrigue pour un film qui, en fait, quand on y pense, se présente comme l'anti-film de Noël. Le film de Noël, c'est la mièvrerie, c'est voilà, quelque chose
qui fait que les gens sont ensemble, que la société fonctionne et que les problèmes se résolvent. Ici, eh bien, on va détourner à peu près tout ce que le film de Noël peut être, et notamment dans cette dimension consumériste, puisque si vous regardez, hein, les Gremlins visitent des lieux de consommation, vous avez le bar, vous avez le cinéma, et évidemment, ils y insufflent une sorte d'outrance qui va mener vers le chaos. Toujours dans cette thématique de la consommation, le personnage de Madame Deagle, hein, ce promoteur immobilier immonde, est directement inspiré évidemment du fameux Potter de La Vie est belle. Ces chats ont chacun comme prénom des monnaies de différents pays, et on remarquera, c'est annoncé de manière très subreptice à la fin, mais que sa mort annule le projet d'une usine chimique qu'elle était censée mettre en place. Donc très clairement, l'intervention des Gremlins qui consiste à voilà, évacuer cette personne de la ville a une dimension certes anarchique, mais finalement qui contribue un peu au bien commun. Et ça, c'est assez intéressant. De la même manière, dans ces idées un petit peu progressistes d'une certaine manière, on a cette scène où la mère de Billy a un rôle de premier plan, où elle massacre les créatures dans la cuisine, rôle qui était initialement dévolu à Billy lui-même, hein, qui en gros n'a pas cessé de se faire déposséder de toutes les actions majeures du film au fur et à mesure du développement. Et c'est vrai qu'on a une scène avec la ménagère Warrior qui est quand même assez marquante. Il faut noter d'ailleurs qu'au moment de sa sortie, et quelques années après, il y a eu des théories selon lesquelles, et ça a été d'ailleurs relayé par Le Masque et la Plume au moment de la sortie en 85, le film aurait été en fait, le film serait raciste. Donc l'idée étant que, en somme, les Gremlins représentent les minorités qui viennent voilà, dans les banlieues bien cossues et semer le chaos. Et la scène du bar serait notamment une des preuves, puisqu'ils mangent du poulet, ils font du breakdance, ils écoutent du blues, qui renverrait hein, aux Africains américains, qui en plus, à la fin, sont remis hein, dans une cage qui contribuerait à une apologie de l'esclavage. Voilà, théorie assez tirée par les cheveux, d'autant que le racisme est évoqué un petit peu. Vous avez le personnage de Murray hein, qui est voilà, obnubilé à l'idée des produits non américains, et ce sera l'un des punis justement par les Gremlins. Et on est dans une vision qui est en réalité beaucoup plus humaniste que ça, sachant que si on y prête un petit peu attention, ce à quoi renvoient les Gremlins, c'est plutôt justement à l'idée des excès potentiels qui se nichent en tout être humain. Hein. Ce qu'ils font, c'est justement d'obéir purement à leurs instincts, un peu comme des enfants. Et d'ailleurs, on pourrait se demander si l'idée des fameuses règles n'est pas tout simplement l'illustration du fait qu'un enfant a besoin de limites, un enfant a besoin de règles pour devenir civilisé, ne pas se transformer en monstre, de la même façon que ces fameux Mogwai ont des appétits qui renvoient au capitalisme, avec un inconscient qui est dévorateur et qui pourra mener vers le chaos le plus total si on n'arrive pas à le freiner. Donc on serait plutôt vers ce genre de théorie, surtout lorsqu'on connaît le travail de Joe Dante et ce qu'il a pu aussi illustrer dans d'autres films. Le personnage de Gizmo, on l'a vu, a subi un développement progressif de plus en plus important durant le film. Et Joe Dante s'est emparé de cette évolution pour en faire un personnage sur lequel il a projeté des éléments symboliques assez forts. On est clairement dans une sorte de récit initiatique dans lequel le personnage va progressivement devenir quelqu'un d'autre. Si on regarde la manière dont il existe au départ, c'est une pure image, hein, il est pris en photo, ensuite il s'observe dans le reflet du miroir, il en est effrayé, puis à la fin il va être projeté sur tous les téléviseurs par exemple, et il apprend lui-même par ce qu'il voit à la télé, hein, ce qui renvoie très clairement à un regard quasi autobiographique de la part de Joe Dante, puisqu'il voit des gens qui conduisent, et c'est pour ça qu'il conduira. D'ailleurs, dans Gremlins 2, il va voir Rambo, et il deviendra très clairement Rambo pendant tout le film, pour justement contrer les méchants Gremlins. Donc, on remarque aussi que la première fois qu'il reçoit de l'eau, il est sur la planche de bande dessinée de Billy, ce qui renvoie à une dimension très importante du personnage de Billy pour Joe Dante, c'est que c'est un créateur. C'est quelqu'un qui justement pense à la fiction
s'évade et cherche à quitter justement un monde bassement matérialiste, ce qui là aussi dans le deuxième volet sera vraiment largement évoqué. Et donc le personnage de Gizmo est un personnage qui passe d'une image à un spectateur et enfin à un personnage qui va agir directement, d'où ses initiatives à la fin du film. Et là, on va retrouver une des théories très importantes de Joe Dante qui consiste à dire que, en fait, le recours à la fiction et l'immersion dans les produits justement fictionnels peut être une fuite de la réalité, mais en réalité, selon lui, et c'est sa conviction profonde, peut aussi nous améliorer et nous faire agir dans le monde réel. Et c'est des choses qu'on va retrouver dans un certain nombre de ses films, et notamment dans un très beau film qui succédera justement à Gremlins 2 en 1996, 13, pardon, et qui s'appelle Panique sur Florida Beach, et qui montre bien justement comment un film projeté durant la crise des missiles de Cuba en 62 va à la fois montrer les spectateurs comme étant passifs par rapport à une potentielle apocalypse nucléaire et en même temps actifs à leur tout petit degré de communauté. Donc c'est un film qui exploite à peu près les mêmes idées. Et cette croyance de Joe Dante est ce qui va faire sa patte, mais en même temps qui va contribuer à l'isoler à Hollywood. Joe Dante l'a toujours dit, les films qu'il fait sont des films qu'il fait pour lui-même en tant que spectateur. Raison pour laquelle les références qu'il fait sont des références qui sont émotionnelles. Elles ne sont pas gratuites, elles renvoient à la manière dont il s'est construit. Et en ça, il rejoint quelqu'un qui, quelques années plus tard, dira exactement la même chose. Il s'agit de Quentin Tarantino, dont je vous parlais durant la projection de Pulp Fiction, qui dit exactement la même chose. Il fait les films qu'il aimerait voir. Et Joe Dante le dit clairement, il fait du cinéma parce que le cinéma l'a fait, a contribué à faire la personne qu'il est. Mais il est aussi en même temps lucide sur les enjeux idéologiques de cette fabrique. Et il va toujours avoir un regard ambivalent justement sur le fait que la fiction est à la fois une fuite du réel, un enjeu qui peut même être aussi de propagande, trompeur, et qui peut contribuer aussi à améliorer les gens. Raison pour laquelle on va retrouver aussi chez lui, dans son esthétique, un cinéma qui souvent ne raconte pas, mais un cinéma de tableau, un cinéma dans lequel il va créer des scènes sans enjeu, raison pour lesquelles justement durant le tournage il expliquait qu'il ne savait pas exactement toujours où il allait, mais il savait ce qu'il avait envie de filmer. Et si vous prenez des scènes comme la traversée dans la rue ou la scène du bar, on voit bien des scènes qui sont des tableaux extraordinaires dans lesquels vous ne savez plus où donner de la tête tellement c'est profus. Vous avez des marionnettes dans tous les sens et on a des scènes collectives qui sont proprement jubilatoires. Et ça trouvera son apogée dans la scène du cinéma, justement, où finalement le spectacle est moins à l'écran que dans la salle, et on voit vraiment la manière dont Dante inverse toujours ses proportions dans un éloge, évidemment, du 7e art. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'à la fin du film, Mr. Wing, quand il vient récupérer le Mogwai, il explique clairement, et c'est la morale, que l'Occident n'est pas prêt, finalement, et ne mérite pas tout l'imaginaire qui va avec les Mogwai. Et qu'ils n'ont pas su en faire bon usage parce qu'ils n'ont pas su l'utiliser avec la juste mesure. Et c'est là vraiment une sorte d'aveu d'échec qui est très lucide aussi de la part de Joe Dante, qui va condamner justement son personnage de Billy à revenir à son quotidien mièvre, et peut-être d'une certaine façon à la victoire du fameux film de Noël, beaucoup plus académique d'une certaine manière. Et on retrouve donc ici cette posture très ambivalente de la part de Dante qui va toujours osciller entre un certain code, des références, une norme, et cette volonté de toujours s'inscrire un petit peu à la marge et d'avoir, si vous voulez, un petit peu le regard de celui qui viendrait saboter ce modèle. À la suite d'ailleurs de Gremlins et de ce succès, la Warner avait pensé à Joe Dante pour faire Batman, et elle lui propose. C'est Burton qui le fera finalement, Burton qui justement avait été refusé par Spielberg pour Gremlins. Et en fait, Joe Dante réfléchit à Batman et il dit mais en fait, moi, Batman ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le Joker. Et il dit, et puis personne
ferait un film sur le Joker, right? Voilà la citation. Et ce qui est évidemment très amusant quand on sait justement que l'un des films majeurs de ces dernières années et un très grand succès a été un film à proprement parler sur le Joker, justement. Et cette volonté de toujours aller justement chercher d'autres créneaux, d'aller gratter un petit peu le vernis, va contribuer à l'isolement progressif de Joe Dante. Il va faire un film en 98 qui s'appelle Small Soldiers, qui reprend vraiment le principe de Gremlins, mais cette fois avec des jouets. Des petites figurines du style G.I. Joe qui sont voilà, des guerriers et qui sont dotés d'une puce d'intelligence artificielle qui est prise à l'armée et ils vont devenir totalement destructeurs. Et c'est un film qui est assez sombre en fait et qui, de ce fait-là, justement, parce qu'il n'arrive pas à être totalement voilà, gentil comme pourrait l'être un Toy Story, si vous voulez, eh bien, ne va pas du tout rencontrer son public et va contribuer à l'effacement progressif de Joe Dante, qui a réalisé deux films de commande très oubliables et surtout toujours massacrés par les studios par après. Et actuellement, ça fait quasiment 10 ans qu'il n'a rien tourné, et il travaille beaucoup plus sur ses propres projets, notamment sur les bandes annonces, etc., et un petit peu aussi à la télévision. Et on voit un auteur qui a un statut extrêmement singulier, hein, qui est un auteur de grand divertissement, mais qui finalement n'est apprécié que par les vrais cinéphiles, ce qui en fait un auteur grand public, mais de niche, à son corps défendre.